Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le jeudi 17 avril. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous vous êtes couché tard hier? Est-ce que vous avez écouté le débat, le hockey, les deux, un ou l'autre? Rien du tout, peut-être. Ça dépend de chaque personne. En tout cas, on va vous parler de tout ça ce matin, bien sûr. On va revenir sur ce débat en français qui avait lieu ici dans les studios de Radio-Canada à Montréal. Premier de deux débats. Celui de ce soir sera en anglais. C'est Vincent Maisonneuve qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, vous avez certainement, comme moi, suivi ça hier soir. Tout à fait. Avant de changer au hockey? Tout à fait. OK, aussi. on a fait la même chose. On avait le même genre de soirée. Oui. On va parler ensemble, pas de hockey, mais de débat, par contre, parce que hier, donc, c'était cette joute oratoire entre les différents chefs, les 4 chefs des principaux partis. Oui, un exercice intéressant qui était agréable à suivre. Pas de grande surprise. On s'y attendait. Mark Carney, le chef libéral, qui a été la cible de ses adversaires. Pierre Poilievre qui a su bien sortir ses lignes, ses slogans durant la soirée. Jagmeet Singh combatif et Yves-François Blanchet avec beaucoup d'expérience et très efficace. Donc, pas de knock-out, mais quand même une soirée assez corsée où le ton était tout à fait respectueux, pas moins de cacophonie. On a déjà vu des débats où il y avait beaucoup plus de cacophonie. Oui, ça a quand même fait quelques flamèches à certains moments. On va vous faire entendre ça, mais effectivement, un débat pas trop cacophonique. Et effectivement, Gabriel Marcan-Perrault sera avec nous pour la revue de presse tantôt, mais grosso modo, ce qu'on lit ce matin dans les quotidiens de la part des analystes, c'est, comme le disait Vincent, pas de knock-out. Personne, donc, qui a réussi à mettre un autre chef KO. Alors, on va vous faire entendre les extraits et revenir sur ce débat si vous l'avez suivi ou en partie ou pas du tout hier, parce qu'il y a peut-être bien des gens qui s'étaient tournés vers le hockey. Son 82e et dernier match de la saison atteint les séries éliminatoires. Et voilà, c'est fait. Le Canadien de Montréal, donc une autre équipe canadienne. Dans le fond, il y a juste quoi? Calgary et Vancouver, Olivier, qui ne sont pas dans les équipes canadiennes, qui ne sont pas dans les séries éliminatoires. Qui ont été éliminés dans l'Ouest, pardon. C'est ça, exact. Alors, le Canadien entre officiellement en séries éliminatoires et je lisais une statistique. Au moment de cette confrontation des 4 nations, le Canadien qui avait seulement 2% de faire partie du tableau des séries éliminatoires, eh bien là, c'est fait. Les adversaires sont les Capitals de Washington. Ils ont fait mentir les statisticiens quand même. Oui, dans un match hier ultime, 82e match de la saison, le tout dernier de la saison pour le Canadien de Montréal, face aux Hurricanes de la Caroline, qui étaient un peu dépouillés de leurs meilleurs éléments, de plusieurs de leurs très bons éléments, leurs joueurs clés qui ont été reposés justement en prévision des séries éliminatoires parce que cette 8e place donnant accès aux séries dans l'Est a été la dernière à être attribuée cette saison dans la Ligue nationale. Et donc, le Canadien n'avait pas le luxe, justement, de peut-être garder sur le banc des joueurs qui ont été amochés au cours des dernières semaines. On peut penser à Josh Anderson, entre autres, à Joël Armia aussi, blessé au poignet. Donc, tout le monde y était pour ce dernier effort. Un dernier effort qui n'aura pas été simple. Un bon début de match, une bonne fin de rencontre, mais il y a eu un long passage à vide, je dirais, en deuxième période où les amateurs du Canadien se sont peut-être gratter la tête pour se demander si ça allait être fait, cette fameuse qualification. Eh bien oui, ça l'a été, grâce entre autres à 2 buts de Kaiden Goulet dans une victoire de 4-2 du tricolore hier. Il fallait voir les joueurs aussi au centre de la patinoire après la rencontre, tout sourire. C'est un peu David qui vient de gagner contre Goliath. Effectivement, peu de gens en début de saison pensaient que le Canadien allait pouvoir réaliser l'exploit et pourtant les voilà en séries éliminatoires. Le premier tour des séries sera quand même pas simple contre les Capitals de Washington.
Washington et Alexander Ovechkin. Il y a un adage qui dit que lorsqu'on entre en série, tout est possible. Une nouvelle saison. Voilà, tout est possible. Donc, on verra si le Canadien pourra faire mentir encore ses détracteurs en séries éliminatoires. Je vous invite à écouter tout d'abord Samuel Montembeault, qui a été le gardien hier devant le filet, qui a encore une fois bien fait, qui a atteint des plateaux cette année assez impressionnants et qui, justement, parle de ce plaisir qui aura duré peut-être un peu plus longtemps que prévu. Non, c'est sûr. Au début de la saison, l'objectif, c'était de jouer des matchs importants en fin de saison, d'arriver, puis on va l'avoir fait jusqu'au match 82. Fait que, c'est un peu comme Rory au match la semaine passée. Ça a duré le suspense un peu, mais regarde, on est revenu pour aller chercher la victoire. Et Martin Saint-Louis, hier, aussi, a eu une pensée pour ses parents qui l'ont soutenu dans ce parcours. Ça n'a pas été facile depuis son arrivée avec le Canadien, mais maintenant, peut savourer déjà une première participation en séries éliminatoires. Et ce que j'aime, c'est surtout l'identité qu'il a peut-être donnée à cette équipe. Depuis son arrivée, on a souvent critiqué peut-être des décisions qu'il a prises, mais il apprend aussi comme entraîneur. Et il le voit que cette participation, maintenant, ça ne lui appartient pas qu'à lui, pas qu'aux joueurs, mais aussi aux partisans de l'équipe. On l'écoute. Je pense qu'on a squeezé tout ce qu'on pouvait squeezer de tout le monde cette année. Puis des fois, on manquait de jus, mais on allait le rechercher avec les fans dans le building. Fait que je pense que c'est une grosse... c'est une victoire pour tout le monde. Tout le monde qui est fan du Canadien, tout le monde qui est dans l'organisation. On est tous fiers. Puis je suis très fier de faire partie de ce groupe-là. Souhaitons maintenant que ce ne soit pas une histoire de 4 matchs, les séries éliminatoires. On va être contre les puissants Capitals. Ça ne sera pas facile, mais bon, l'équipe est là, on verra bien. OK, un mot de soccer maintenant. La Super League du Nord qui a pris son envol à Vancouver hier. Premier match de l'histoire de cette nouvelle ligue. La Super League du Nord, qui est cette ligue entièrement canadienne, ligue professionnelle féminine qui faisait ses débuts hier au BC Place à Vancouver. C'était un match entre le Wild de Calgary et le Rise de Vancouver. Et ça a été une victoire du Rise de Vancouver par un petit but, celui de Quinn, marqué en penalty pour donner la victoire à Vancouver dans un match très serré. Oui, un match important parce que c'est le début de cette nouvelle ligue. C'est le début d'une ère nouvelle aussi pour les joueuses de soccer qui manquaient peut-être d'avenue sorties des rangs universitaires ou après une carrière terminée peut-être un peu hâtivement chez les professionnels. Voilà une nouvelle occasion pour elles de pouvoir jouer devant leurs partisans et leurs partisanes au Canada, donc devant famille et amis. Et donc, ce premier match a eu lieu hier. Le premier des Roses de Montréal. Ce sera donc samedi face au AFC Toronto à Toronto. Un premier match très attendu avec des nominations de joueuses qui sont venues très tardivement hier. Mais c'est un match qui effectivement enthousiasme les joueuses à l'issue de cette première saison. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Véronique Méran, bonjour. Bonjour, Mathieu. C'était pas ordinaire hier. Ordinaire, vous dites? On met ça derrière nous? On met ça derrière nous. On regarde en avant? Oui, on regarde en avant. Il y a peut-être les gens de l'Estrie, Québec, là, où il y a encore des nuages qui traînent, 2-3 flocons ce matin vers l'Estrie principalement. Mais sinon, on s'en va vers un dégagement, effectivement. Et si vous avez regardé les aperçus long terme, il y aura encore beaucoup de fluctuations, mais on s'en va dans la bonne direction. J'ai pas vu de neige. Non. Là, en tout cas, dans la région ici. Oui, c'est ça. On peut mettre ça derrière nous. 7 à 9 degrés aujourd'hui, un petit vent de l'ouest, mais quand même, on aura là, une journée agréable. La nuit prochaine, ça demeurera dégagé. Alors, 2 seulement à Montréal, moins 6, moins 5 degrés vers Québec, Laurentides, Estrie, secteur de l'Outaouais. Il fera beau demain, vendredi. Ça va s'ennuager en après-midi. On aura des averses vendredi, fin de journée, début de soirée. 12 à 14 degrés demain avec un vent du sud-est. Les précipitations samedi, ça tombera essentiellement le matin. En après-midi, ça va être un régime d'averses plus dispersé, un risque d'orage. Il y aura même des éclaircies. Ça va être venteux et assez chaud, 15 à 18 degrés pour samedi. Et là, retour des températures plus près de la barre du 10 degrés dimanche. Hésitant le matin et ça va devenir un mélange soleil-nuage durant la journée. Lundi, ça s'ennuagera. On aura quelques précipitations en cours d'après-midi, mais pas grand-chose. Beau temps du côté de l'Abitibi, il fait moins 10 ce matin. Donc, dernier moins 10, normalement fin avril. Là aussi, on est à veille de mettre ça de côté. Les averses de neige sont encore présentes vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Ça cesse en mi-journée. Dégagement vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie aussi. La Côte-Nord, ça deviendra variable cet après-midi. 5 à 7 degrés au thermomètre. Plutôt beau temps sur tout le territoire ontarien. 9 à 12 degrés. Il y aura des averses en fin de journée sur la portion nord. Et dans l'ouest, des conditions printanières qui se poursuivent. 15 à 19 à Vancouver, sous le soleil. Plus variable dans les prairies, plutôt nuageux sur le sud du Manitoba. 8 à 11 degrés, ce sont les températures aujourd'hui. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Alors,
Alors, on va revenir sur ce débat en français d'hier. Évidemment, c'est Mark Carney qui est en avance dans les sondages, qui était la cible de pas mal toutes les attaques, on va se le dire comme ça, des autres chefs, Vincent. Mais on a quand même eu droit à des échanges cordiaux, respectueux. Cordial, mais il y avait de l'action dans le ring. Là. Pas d'uppercut, pas de knockout, mais quelques directs portés au menton qui ont secoué l'adversaire sans jamais le mettre au sol. Pendant que Mark Carney, le chef libéral, tentait de se dissocier complètement de l'ère de Justin Trudeau, le chef conservateur, Pierre Poilievre, lui rappelait à plusieurs reprises que Mark Carney a servi de conseiller économique à Justin Trudeau. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a été le plus clair, favorisé par l'expérience, la langue. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, malgré un bon rhume, a été combatif, et il voulait surtout parler de santé au point où l'animateur Patrice Roy, que j'ai trouvé très en contrôle toute la soirée, a même fait couper le micro de Jagmeet Singh car il était hors sujet. Le chef du NPD n'a pas apprécié, alors il l'a fait savoir en parlant de quoi? De santé. Je suis passionné sur les questions de santé. Et chaque fois que j'ai essayé de parler de ça, M. Roy m'interpelle, m'arrête. C'est injuste. Parce que pour moi, c'est primordial dans cette question. Quand je parle avec les gens, ils disent que ce qui est cher à nous, ils disent que c'est la santé publique et universelle. Quand je vous dis que le chef néo-démocrate a été combatif dès le départ, voici comment il a qualifié l'utilité du Bloc québécois à la Chambre des communes. Honnêtement, M. Blanchet, malheureusement, dans cette dernière partie de ce dernier gouvernement minoritaire, vous avez montré que vous êtes aussi inutile que la monarchie. Vous avez effectivement rien fait pour les gens. Le chef du Bloc québécois qui a répondu, qui a dénoncé le fait qu'aucun autre parti n'ont présenté leur cadre financier. Oui, c'est d'ailleurs le premier extrait que j'ai retenu de Yves-François Blanchet. J'ai un problème, j'appelle ça des cadres financiers Harry Potter, des budgets Harry Potter. Il faut faire de la magie, là. On veut mettre plus d'argent, on veut couper en même temps. On va être plus conservateur que les conservateurs. Je vous dirais que l'avantage de la langue a permis au chef du Bloc d'être très vite sur ses patins, comme cette fois où il a brisé un élan de Pierre Poilievre quand il parlait de pipeline et d'acceptabilité sociale. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le statu quo. Merci beaucoup d'avoir renversé. C'est la phrase la plus creuse du débat. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le statu quo. Quand il mouille, il ne fait pas soleil. OK, alors voilà pour Yves-François Blanchet, ça passe d'armes avec Pierre Poilievre. On va parler maintenant du chef conservateur et du chef libéral. Mark Carney s'en sort sans trop de dégratignures, même si, on le disait, il a été la cible de pas mal d'attaques. Oui, disons qu'en français, Mark Carney a pu éviter la plupart des coups. C'était plus difficile lorsqu'il tentait de passer à l'offensive. À la fin du débat, le libéral a accusé Pierre Poilievre de vouloir utiliser la clause dérogatoire pour contourner certains jugements de la Cour suprême. C'était compliqué et ça a surtout permis au chef conservateur de rappeler qu'il va être dur contre les criminels. Ça, c'est un développement très dangereux parce que si on commence avec ça... M. Poilievre, droit de réplique. M. Carney, j'ai dit dans le cas où un homme a tué 6 personnes, prémédité, vous parlez de dangereux. Un moment où le chef libéral s'est mieux débrouillé, c'est quand il a rappelé qu'en un seul mois, il a bâti des ponts avec l'Europe. Il a réussi comme premier ministre avec les premiers ministres des provinces à réunir les premiers ministres des provinces et des territoires derrière sa stratégie contre les tarifs de Donald Trump. Et c'est un exemple de leadership. C'est un exemple de ramasser des dirigeants afin d'atteindre un objectif national. Et il faut faire plus que ça pendant cette période de crise. On reprend ça ce soir avec un débat en anglais. Et petite note au chef là, qui utilisait des papiers. Arrêtez de déchirer vos feuilles. On les entend dans les micros. Ça dérange un peu. Quelque chose comme ça. C'est ça. De temps en temps. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Vincent. Au revoir. Oui, puis chapeau à Patrice Roy parce que je regardais ça. Puis l'exercice doit être assez complexe. C'était assez certainement complexe à animer. Mais franchement, on y a vu clair quand même dans ces échanges entre les chefs. Je retrouve Gabriel Lemarquand-Perrault à Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, bien évidemment, le débat retient l'attention partout dans les quotidiens. Un débat sans vainqueur, c'est ce que titrent bien des journaux ce matin. Match nul, écrit le Journal de Montréal. Carney survit au débat en français. Match nul, c'est aussi la une de l'analyse de notre collègue Daniel Thibault que vous pourrez lire à la une de notre site Internet ce matin. Sans erreur, mais sans coup d'éclat, le débat des chefs en français aura peut-être permis aux électeurs d'en apprendre plus sur les 4 leaders, ce qui ne veut pas dire qu'ils changeront d'idée. Mark Carney sur la défensive, c'est la une ce matin du quotidien Le Devoir. Poilievre propose le changement. Blanchet et Singh plaident en faveur d'un gouvernement minoritaire. Des flèches et des flamèches, titre la presse ce matin. Le débat des chefs en français a donné lieu à des attaques
bien senti, surtout à l'endroit de Mark Carney. Intéressant aussi, Mathieu, d'aller lire les unes des quotidiens anglophones ce matin. Le Toronto Star, première ronde. Les rivaux s'en prennent à Mark Carney alors que la guerre commerciale menace le débat en français. Et le Globe and Mail, les chefs qui s'affrontent sur Donald Trump et sur les finances lors d'un premier débat en français. Mark Carney et Pierre Poilievre s'attaquent au vote des Québécois lors de leur première rencontre en tête-à-tête. Ça n'a pas été si simple que ça, cette organisation du débat des chefs, débat qui est organisé par la Commission des débats, organisme créé par Justin Trudeau en 2018, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, cette commission fait réagir les chroniqueurs. Certains se demandent à quoi ça sert, cette commission-là. Notamment dans le Journal de Montréal, ce matin, un organisme obscur qui coûte cher. La Commission des débats des chefs n'a qu'un seul mandat, organiser 2 soirées aux 4 ans. Le seul débat en français de la campagne se tenait hier soir dans la tourmente. Non seulement il a été devancé à 24 heures d'avis, mais on y a exclu le co-chef du Parti vert le matin même de la joute. Vous lirez notamment la chronique de Marc-André Leclerc, Abolissons la Commission des débats des chefs. Donc, il a assisté à la toute première rencontre de la commission avec les différents médias et l'ensemble des formations politique. Il dit en quelques mots, une rencontre qui fut pénible. Rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas gérable. Il faut savoir que la commission confie rapidement l'organisation des débats à CBC Radio-Canada. Et vous lirez aussi la chronique ce matin d'Isabelle Haché dans les pages numériques de la presse. En a-t-on vraiment besoin? Une phrase qui va peut-être vous rappeler d'un célèbre chroniqueur financier. Elle dit devant un tel cafouillage, 2 questions se posent. D'abord, les membres de la commission savent-ils bien ce qu'ils font? Ensuite, a-t-on vraiment besoin d'un machin pareil? Oui, c'est ça. C'est Pierre-Yves McSween, notre collègue ici, qui participe à l'émission du matin, qui utilise ça. En a-t-on vraiment besoin? Ou en as-tu vraiment besoin dans son cas? Suite ce matin du sondage léger, le journal National Post. C'est à la une du Post ce matin. Et selon le sondage qui a été réalisé au début du mois d'avril, on apprend que l'appui à la souveraineté du Québec est en hausse après avoir connu une certaine baisse lors des menaces d'annexion du président des États-Unis, Donald Trump. Donc, la souveraineté qui est en hausse, en fait, l'appui à la souveraineté en augmentation à 36 mentionne le sondage. Léger qui a demandé la question sur la souveraineté québécoise à 1001 répondants, 1001 résidents de la province de Québec. En mars, pourtant, la firme rapportait que la souveraineté, l'appui était à 29 pour les Québécois. Et lorsqu'on compare aux Albertains, eh bien, l'appui des Albertains envers la souveraineté de la province est à 29 aussi. Donc, le sondage qui a été réalisé entre le 11 et le 14 avril dernier auprès de 1001 Québécois, mais en fait auprès de 3005 Canadiens. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée. À demain. On va se tourner maintenant vers l'Europe. C'est la chronique du jeudi d'Alexandra Chatska pour parler de Hongrie. La Hongrie qui vient de franchir une autre étape, un autre pas dans sa guerre contre la communauté LGBTQ+, contre les libertés démocratiques en général. Aussi, le Parlement à Budapest qui a voté lundi, au début de la semaine, donc un changement de constitution qui permet dorénavant d'interdire toute manifestation contre les valeurs prônées par la coalition qui est au pouvoir. Alexandra se joint à nous. Bonjour, Alexandra. Bonjour Mathieu. Alors, bon, on veut quoi? Empêcher les marches de la fierté, la Budapest Pride, un événement qui a lieu année après année dans la capitale hongroise. C'est quand même assez spécial de faire un entorse ou un changement à la Constitution pour empêcher des célébrations de la diversité. Oui, ça va loin, vous avez raison, Mathieu. C'est que Viktor Orban, qui est au pouvoir depuis 2010, mène une véritable guerre contre la communauté gay LGBTQ et ça date pas d'hier. Il a fait voter tout un paquet de lois au cours des 5-6 dernières années qui visent à rendre invisibles et à limiter les droits des personnes LGBTQ. Par exemple, la loi sur la protection des enfants qui interdit la promotion et la représentation de l'homosexualité auprès des mineurs de moins de 18 ans. Et cette loi suit toute une série de changements législatifs, ça serait trop long à les énumérer ici. Interdiction de l'adoption par des couples du même sexe, l'interdiction d'inscription du changement de sexe à l'état civil, là, une autre loi qui définit le mariage comme une union entre un homme et une femme spécifiquement. Alors, depuis mars 2025, Orban est allé encore plus loin. Le Parlement a voté une loi proposée par son parti qui interdit les manifestations LGBTQ, des manifestations
Interdiction qui vise particulièrement la très populaire Gay Pride, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, qui était prévue cette année pour le 28 juin. Cette nouvelle loi permet même l'utilisation des outils de reconnaissance faciale pour identifier et poursuivre ceux qui ne se conforment pas, qui vont manifester. Alors, le changement à la Constitution voté lundi rend constitutionnelle cette interdiction. C'est assez fort. Alors, l'argumentaire, c'est que les droits des enfants au développement moral, physique et spirituel prévalent sur tout autre droit, sauf le droit à la vie, alors y compris le droit de se réunir pacifiquement. La Hongrie, qui fait quand même partie de l'Union européenne, bon, Viktor Orban est peut-être pas celui qui est le plus en vue là, dans cette union, mais cette nouvelle-là, donc de changement de la Constitution votée lundi, comment c'est vu par Bruxelles? Ben, c'est très mal vu. Un groupe de délégués du Parlement européen s'est déplacé rapidement à Budapest au début de la semaine, a frappé les portes closes, voulait des explications. La loi de mars 2025, le changement de la Constitution qui vient d'être votée et plusieurs autres violent clairement la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui interdit toute discrimination en fonction de l'orientation sexuelle. Mais ça fait des années que Bruxelles tente de mettre un terme aux dérives autocratique d'Orban et toutes sortes de procédés ont été utilisés sans grand résultat. On retient même depuis des années plusieurs milliards d'euros, près de 20 milliards aujourd'hui, qui reviennent à la Hongrie de Bruxelles. Et Bruxelles tente de faire des pressions de cette manière-là aussi, mais sans grand résultat. Alors Orban, en fait, suit les traces de son mentor, Vladimir Poutine, qui a fait passer des lois tout à fait similaires en Russie bien avant. Et là, il met des coups encore plus franches dans cette dérive autocratique depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qu'il vénère également. On sait, en tout cas, il y a des élections qui sont à venir d'ici 1 an. Est-ce que ça pourrait avoir un lien, cette décision-là, pour Viktor Orban? Oui. Certainement, Mathieu, parce que son principal rival, qui est quand même un nouveau venu sur la place politique hongroise, si vous voulez, Péter Magyar, un ancien haut fonctionnaire de 43 ans qui a pris la tête de l'opposition et a fondé un parti d'opposition, TISA, qui le dépasse largement dans les sondages. Alors, Orban est assez nerveux et l'opposition a connu un bon succès aussi aux dernières élections européennes en juin 2024. Alors, Orban et ses amis, en plus de donner un coup de barre à droite au niveau de la législation, comme on vient de le discuter, multiplient des dérives de langage. Je voudrais attirer votre attention sur ce qu'a dit dernièrement un membre de son parti qui est allé jusqu'à dire « Quiconque s'oppose à Orban ne peut pas être considéré comme un être humain. Et il doit être puni jusqu'à la pendaison, le lynchage, la prison, la confiscation de biens, rien de moins. » Alors, pour plusieurs observateurs, évidemment, ce langage et ce changement à la Constitution de lundi dernier, c'est vraiment une étape supplémentaire dans la fascisation de la société hongroise. Alexandra Chatzka, merci beaucoup pour ce résumé. Bonne journée et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Alors voilà pour cette édition d'À la Une. Je vous dis que je serai absent demain. Je serai en congé. Je ne serai pas là non plus lundi. Lundi, je vais remplacer le collègue Alec Castonguay à Midi Info. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. De joyeuses Pâques, évidemment, à tout le monde. Profitez-en bien. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radiojournaux un peu plus tard ce matin. Bon jeudi. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.